Oui, Cognac, oui. oui, ben enfin, ce que je montre là, les fonds spéculatifs, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de casino. Et je crois que ça définit très exactement ce que c'est. C'est-à-dire que on mise sur quelque chose et quand on gagne, ça rapporte extrêmement gros. Là aussi, pour donner une dimension, euh, qu'est-ce qui se passe sur le plan, je dirais, simplement économique? Au départ, il y a un très grand groupe dans lequel Mondial Laser est simplement intégré et c'est dans le groupe ce qui travaille sur les lasers. Bon, très bien, le groupe décide de se restructurer, donc on filialise d'abord euh, cette partie du groupe. On filialise la partie du groupe, mais le seul client est encore le groupe. Puis on décide que cette filiale maintenant va trouver une indépendance. Donc on met la filiale en vente et elle est rachetée par ceux qui dirigeaient l'entreprise. Ça s'appelle un LBO. Bon, ce sont les dirigeants qui rachètent ça et qui s'endettent au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'ils s'endettent pour 45 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent. Comment trouver cet argent? Bien sûr auprès des banques, et comment les banques financent les apports avec les fonds spéculatifs. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce que je décris là est un modèle, hélas, banal. Cette entreprise qui est devenue une entreprise indépendante se retrouve, comme on dit, sur le marché. Sur le marché, soudain, elle n'est plus concurrente. Parce que ses prix sont trop élevés et parce que le reste de la concurrence a décidé évidemment de lui faire la peau. Donc, quitte à travailler à perte. Donc, au bout d'un certain temps, cette entreprise est tout à fait en difficulté. Intervient à ce moment-là le fonds spéculatif qui sert d'intermédiaire avec un acheteur indien. Pourquoi? Parce que le fonds spéculatif, depuis le début, a un acheteur indien. Donc on organise la faillite, si je puis dire, de l'entreprise pour ensuite pouvoir la vendre. Et ceux qui ont racheté l'entreprise en s'endettant de 45 milliards, évidemment, ne peuvent absolument pas suivre parce qu'ils n'ont pas les moyens de supporter l'endettement. Donc pour rembourser, ils sont bien obligés d'accepter la vente. Mais en acceptant la vente pour eux-mêmes, ils gagnent 21 fois la mise, comme au casino, de ce qu'ils avaient fait. Donc ils font des fortunes avec ça en supprimant une entreprise. Ce modèle-là est un modèle absolument classique. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les journaux. Il y a eu récemment 10, 15 choses de cette nature-là. Donc, vous disiez tout à l'heure que le livre peut servir d'alerte. Oui, ça sert d'alerte. Il faut que ça serve d'alerte à ce type de pratique économique qui est une pratique qui a tendance à se généraliser. Nous sommes dans une librairie. On peut être très inquiet, par exemple, pour le point seuil, qui fait essentiellement du poche. Le point seuil, je l'ai appris récemment, vient d'être filialisé. Le seuil, ça n'appartient plus au seuil réellement, c'est une filiale du seuil. C'est l'avant-dernière marche, avant d'être lâché dans la nature, la dernière marche sera que ce qui restera sera vendu à l'encan aux autres éditeurs. C'est-à-dire, le modèle, on le connaît par cœur. Alors il y a un élément du dispositif dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais auquel vous réservez quand même des coups assez rudes, c'est le monde de la publicité. Oui. Puisque, tout ce magnifique réveillon en mer a été organisé, on l'a sous-traité, on a confié l'organisation à une boîte de publicité. Enfin, une boîte qui fait de la communication, oui, comme il y en a beaucoup, oui. Et donc, bien sûr, ils sont chargés, d'une part, de proposer le type de soirée que l'on peut faire, et ensuite, toute la régie, si je puis dire, comme on dit dans le cinéma, est organisée par eux. Enfin, parce que, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une chose que j'ai découvert en écrivant ça, parce que je l'ignorais, sur ces très grands paquebots qui sont des paquebots de luxe qui servent à faire des croisières, même sans penser au Queen Mary 2, mais sur les... En réalité, là aussi, il est impossible, par exemple, de visiter, ni même de parler aux gens.
Alors j'étais très étonné, j'essayais de savoir pourquoi, jusqu'au moment où j'ai eu quelqu'un qui m'a expliqué quand même qu'il y avait des problèmes parce que il y avait eu, il y a 5-6 ans, une émission de télé qui avait montré tout simplement ce que c'était. Ce qu'on ignore, ce que j'ignorais, ce que peut-être vous ignorez aussi, c'est que sur ces grands paquebots, vous avez donc la compagnie qui affrète le paquebot et qui fournit grosso modo le capitaine du navire, enfin la passerelle de commandement, éventuellement les machines. Mais aujourd'hui, il y a très peu de monde qui travaille en réalité pour faire fonctionner ces bateaux. Beaucoup de choses sont informatisées et il y a beaucoup moins de personnel qu'on l'imagine. Donc ça appartient à la compagnie. Ensuite, sont sous-traités tout ce qui est l'hôtellerie. Quand il y a des cabines, etc., c'est encore une autre société. Puis une troisième société qui sont les stewards, le bar, etc. Tout ça pour dire que ces bateaux sont structurés avec 5-6 sociétés qui interviennent dedans. Donc, évidemment, parce que on utilise là les gens au plus bas prix et dans un système de concurrence entre différentes sociétés. Et surtout, ça évite qu'il y ait la moindre solidarité entre les différents groupes qui appartiennent à différentes sociétés et qui donc sont plus difficilement mobilisables dans un seul mouvement pour, par exemple, réclamer ou des conditions de sécurité ou de salaire qui seraient acceptables. Donc, ça me servait beaucoup pour mon histoire, puisque il suffisait d'accaparer au fond le commandement et puis de s'arranger pour que les commandes soient passées à des entreprises fictives pour ce qui est de la restauration, l'hôtellerie et l'accueil. Mais voilà comment ça fonctionne. Ce qui est très important pour moi, je disais tout à l'heure, c'est le destin des personnages que je décris. Et je crois que ce destin ne peut être sensible qu'à travers un récit. La chose qui m'a le plus touché sur les réactions à mon précédent livre, Les vivants et les morts, c'est de voir plusieurs personnes venir me dire avoir le sentiment que j'avais écrit leur vie. Donc, que je leur avais sans doute rendu une histoire qui par ailleurs leur avait été prise. Et donc cette idée-là traverse aussi entièrement ce livre. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important dans le roman, c'est cette capacité pour le lecteur à finalement se sentir part de l'histoire. Et en se sentant part de l'histoire, être capable d'analyser sa propre histoire, de la replacer dans l'histoire générale et finalement de retrouver là quelque chose que tout dans la société actuelle tend à lui enlever. Et c'est là pour moi la grande force du roman. C'est quelque chose d'irremplaçable d'une certaine manière, parce que d'une part le roman est le dernier véritable lieu de liberté d'expression absolument totale. On peut écrire ce que l'on veut sur la distance et la profondeur que l'on souhaite. Et ensuite, ça permet à chacun des lecteurs de s'y retrouver. Et je crois beaucoup que le roman est non seulement porteur d'histoire avec un petit H, mais porteur d'histoire aussi avec un grand H, et aussi est capable justement dans cette histoire qu'elle brasse, dans l'histoire de ces personnages, de nous faire sentir les mouvements profonds de la société, les mouvements qui sont les mouvements économiques, qui sont les mouvements sociaux, plus que ne le fait l'essai qui, d'une certaine manière, décrit ces mécanismes en nous gardant quand même à distance de celui qui écrit. Moi, j'essaye de supprimer cette distance et de faire que l'on soit au fond de plein pied. Ce que je souhaite, c'est que chacun des lecteurs se sente embarqué sur ce bateau et se sentant embarqué sur ce bateau comprenne à la fois sa marche, la marche du monde et la marche économique, par exemple, des fonds spéculatifs. Et ça, c'est une chose qui me tient profondément à cœur, c'est de pouvoir rendre cela, de pouvoir redonner à chacun cette histoire qu'on veut lui prendre en disant en réalité, vous ne comptez pour rien puisque vous n'êtes qu'un chiffre que l'on peut rayer dans une entreprise.